Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce cours magistral d'histoire des méthodes d'enseignement. Ce cours se nomme La place du sport en éducation physique et le sous-titre vous indique évidemment qu'on va parler des vertus éducatives du sport, puisque évidemment le sport aura une place ou n'en aura pas en éducation physique en fonction des vertus éducatives qui lui seront reconnues. Reconnues bien évidemment par le législateur, mais aussi reconnues par le grand public, puisque les deux bien évidemment s'influencent et expliquent donc pourquoi au départ, pour résumer tout de suite, le sport est rejeté par l'école et pourquoi au bout d'un moment il est plébiscité par l'école et pourquoi à un autre moment, on en est peut-être là aujourd'hui, eh bien il fait débat, il pose question entre ceux qui peut-être le plébiscitent et puis d'autres qui le critiquent. En tout cas, certains critiquent aujourd'hui, et c'est là-dessus que nous allons commencer, et bien la proximité peut-être trop forte qui existe entre l'éducation physique et le sport. Ça nous amène donc à nous poser la question EPS, c'est-à-dire, puisque si vous posez la question à un élève, un parent d'élève, eh bien EPS, ça veut dire éducation physique sportive. Le et finalement n'a plus vraiment de sens. Et les gens pensent qu'en éducation physique, on fait du sport. C'est lié à la définition actuelle du sport, à savoir que les gens considèrent que le sport, eh bien finalement, c'est toute forme de mouvement qui est récréatif, ludique, qui est destiné à s'entraîner, à se fortifier. Donc lorsque effectivement on a une définition très large du sport, nécessairement l'éducation physique et sportive, c'est de l'éducation physique sportive, et finalement on se demande à quoi sert le P, on pourrait plutôt parler d'éducation sportive. Bon. C'est la conception souvent des médecins, qui n'hésitent pas malheureusement à faire des certificats dans lesquels ils peuvent indiquer dispense de sport, pensant que ça dispense l'élève de PS, puisque assimilant les deux. Bon, vous savez, on en a déjà parlé que les médecins n'ont pas autorité pour dispenser d'une discipline scolaire un élève, que ce n'est pas dans leur prérogative. Mais quand bien même pourrait-il le faire, en dispensant l'élève de sport, il ne le dispense pas de PS, puisque officiellement, pour nous, pour les enseignants, c'est un fait, l'EPS n'est pas l'éducation sportive. L'éducation physique et sportive, c'est une éducation physique qui peut s'appuyer sur le sport, mais qui peut aussi s'appuyer sur d'autres formes de pratiques qui justement ont pour intérêt de mobiliser le corps autrement que ne le fait habituellement le sport. Ça implique forcément qu'on ait, nous, une définition du sport qui soit moins large que celle que l'on rencontre en général dans la société. Donc cette définition, de façon la plus stricte, ce sont les activités physiques compétitives à visée de performance, organisées dans des clubs, dans des fédérations, et donc on en exclurait les arts du cirque, l'expression corporelle, certaines formes de danse, même certaines formes de gymnastique. Donc cette définition, on pourrait débattre des heures à son sujet, c'est pas l'objet. Moi, l'objet pour l'instant, c'est de vous éveiller au fait que, en fonction de la définition que l'on se fait du sport, eh bien, on ne va pas concevoir le terme EPS de la même façon. Aujourd'hui, depuis le déconfinement, cette problématique, ce débat est très présent dans notre métier, dans notre profession, et vous avez un article qui est sorti en 2020 à la sortie du confinement, donc une tribune sur le site Le Café Pédagogique, qui parle du fait que l'EPS ne doit pas être l'antichambre du sport fédéral, et qu'en assimilant trop éducation physique, enfin EPS et sport, eh bien en fait on prend le risque de faire de l'EPS l'antichambre, la vassale, celle qui est au service finalement du sport fédéral. On court le risque aussi finalement de voir l'État confier cette mission non pas à l'éducation nationale et à des profs d'EPS, mais à des clubs, à des éducateurs sportifs. Donc ces auteurs, qui sont Guillaume Dietsch, Serge Durali et Loïc Lemer, finalement on arrive à poser la question, et si on enlevait le S de EPS, pour finalement réduire cette ambiguïté qui existe aujourd'hui entre l'EPS et le sport. Alors ils en profitent aussi pour dire que finalement ce S pourrait peut-être plus correspondre au mot santé. Ceci, ce n'est pas leur proposition non plus, puisque en fait ils sont contre la réduction de l'EPS
autant à une animation, une éducation purement sportive, qu'à une éducation qui serait purement à visée sanitaire. Donc voilà, ils ouvrent le débat sur la question du S en EPS, qui n'est pas un débat nouveau, puisque vous avez un auteur clé dans notre domaine qui est Pierre Parlebas, qui depuis les années 60 défend, lui, effectivement, cette idée d'une éducation physique et sportive qui se nommerait éducation physique, puisque l'éducation physique c'est bien plus large que l'éducation sportive. En éducation physique, on peut mobiliser le corps de façon plus riche, plus variée, que ne le permettent les pratiques sportives. Donc on peut utiliser le sport, mais aussi d'autres formes d'activité. Donc à cet article a répondu une personnalité très importante dans notre domaine, qui est Didier Delinière, qui est notamment, on va dire, président de la C3D, c'est-à-dire de la conférence des directeurs du FR-STAPS. Donc c'est une personnalité de premier plan depuis longtemps dans notre domaine. Et donc il répond à cet article sur son blog, qui est un blog très suivi et que je vous conseille d'aller découvrir. Il écrit donc un article « EPS et sport, faut-il enlever le S de EPS ?» Donc il fait un long article très détaillé que je vous recommande vraiment de lire sur cette question. Et lui, eh bien, il invite finalement l'EPS à conserver son S de sportive, mais à l'exploiter pour pouvoir justement, à travers les pratiques sportives, les questionner, les interroger et prendre de la distance éventuellement vis-à-vis du sport. Donc dans cet article extrêmement riche, que vraiment je vous invite à lire, il a cette phrase qui nous intéresse nous dans notre cours d'histoire. Il explique qu'on a déjà connu ce repli identitaire, c'est-à-dire cette façon de vouloir se replier sur l'aspect scolaire en se distanciant du pratique sportif fédéral. Donc il dit on a déjà connu ce repli identitaire suite à l'épisode des centres d'action sportive. Alors il fait une petite faute, ce sont les centres d'animation sportive dont on a parlé dans le chapitre précédent, créé en 1972 par Joseph Comiti. Et donc, à l'occasion de la création de ces centres d'animation sportive, ces CAS, dans les années 70, eh bien, comme on l'a déjà vu, les professeurs d'éducation physique se sont fortement mobilisés pour contester une structure qui visait à assimiler l'EPS à de l'animation sportive. Comme il le dit lui-même, il s'agissait alors de déléguer toute ou partie de l'enseignement de l'EPS au mouvement sportif. Donc, vous voyez que ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien, nous l'avons déjà vécu. Les problématiques actuelles, les problématiques vraiment de l'actualité, sont des problématiques qui sont récurrentes et qui ont été notamment très prégnantes, très fortes dans les années 70. Donc encore une fois, vous voyez l'intérêt de faire un retour historique pour mieux comprendre l'actualité et mieux préparer l'avenir. Alors place maintenant aux différentes périodes qui vont nous permettre de comprendre un petit peu justement cette évolution. La première période va donc nous faire aller de la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et au cours de cette période, comme nous allons le voir, le sport, on peut considérer qu'il est rejeté par l'éducation physique. Et il est rejeté donc pour plusieurs raisons, évidemment. On ne va pas pouvoir toutes les évoquer, on va essayer d'être le plus synthétique possible. La première de ces raisons, c'est que le sport est aux antipodes de la gymnastique scolaire. À savoir que lorsque l'éducation physique devient obligatoire, vous le savez, on l'a vu, c'est l'éducation physique, essentiellement militaire, qui s'introduit dans l'enseignement. Le sport, à l'époque, tant au point de vue physique, au point de vue de la pratique, qu'au point de vue culturel et qu'au point de vue sanitaire, est aux antipodes de la gymnastique scolaire. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, et on peut le comprendre tout d'abord du point de vue de la représentation que les gens se font de l'effet du sport sur la santé. Vous avez ici un médecin, le docteur Georges Bell, qui écrit dans le Figaro en 1893, à propos d'un sportif, 18 livres perdus en une journée, aucune maladie, même la plus rapidement mortelle, n'est capable de produire en aussi peu de temps une aussi formidable déchéance organique. Ça résume le fait tout simplement que en ces années 1890, pour la plupart des gens, et notamment pour les médecins, le sport est conçu comme dangereux pour la santé. C'est un effort violent, c'est un effort peu contrôlé, un essoufflement parfois jugé excessif, et les représentations de l'époque
font penser qu'en fait on use l'organisme prématurément, on l'use excessivement lorsque l'on pratique le sport. Donc ça renvoie aussi aux expressions se tuer au travail, c'est-à-dire l'idée que les ouvriers, les gens qui travaillent avec leur corps, eh bien, au lieu finalement de se fortifier et de s'assurer une bonne santé, en fait, s'usent prématurément, se fatiguent prématurément. Ces représentations sont relativement logiques, puisqu'on constate à l'époque que ce sont les classes dominantes, et donc les classes qui utilisent le moins leur corps, qui vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Donc, on a évidemment une vision fausse de l'impact de l'effort physique sur la santé, sur le court et le moyen terme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est que le sport, il faut quand même se remettre à l'époque, dans le contexte, et qu'encore une pratique nouvelle, une pratique qui vient d'Angleterre. Le mot sport est encore associé au vocabulaire anglais, c'est un mot anglais. Et dans ces années 1880, où l'éducation physique devient obligatoire, le sport est encore, minoritaire en termes de pratique, en termes de pratiquants en France. Vous voyez qu'en 1900, on a 800 associations de gymnastique pour seulement 300 associations sportives. Et en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, à peu près 800 000 pratiquants de gymnastique pour à peu près 300 000 pratiquants de sport. Donc la pratique corporelle dominante en France à cette époque-là, c'est la gymnastique. Il est normal aussi, pour cette raison, que ce soit elle qui soit enseignée en éducation physique. Maintenant, le point le plus important finalement, c'est pas forcément la place numérique en termes de pratiquants du sport dans la société, c'est plus les valeurs en fait que l'on associe à ces deux formes de pratique. Alors vous le voyez ici sur ces images qui illustrent un petit peu, on va dire de façon un peu caricaturale, la gymnastique et le sport qui s'opposent à cette époque-là. Donc la gymnastique, vous voyez les valeurs qui y sont associées, c'est le sérieux, la rigueur, la soumission aussi, puisqu'on attend de l'élève ou du gymnaste dans un groupement qu'il se soumette à l'autorité du professeur, du maître, et puis surtout qu'il soit invisible. C'est-à-dire que dans une leçon de gymnastique, dans un mouvement d'ensemble, l'objectif c'est que ce soit l'ensemble qui soit cohérent, et quelqu'un qui fait mal les mouvements devient visible et dégrade la vision d'ensemble. Donc on voit bien que dans les valeurs de la gymnastique, dans ces grands regroupements, dans ces mouvements faits de façon synchronisée, on est vraiment dans des valeurs explicitement et implicitement de la soumission de l'individu au groupe. Enfin, on est dans les valeurs de la mesure, c'est-à-dire que l'effort doit être mesuré, il ne doit surtout pas être excessif, il doit être contrôlé. Les valeurs du sport sont totalement opposées. Au sérieux de la gymnastique s'oppose le plaisir du sport, puisque on fait du sport pour le plaisir, avant tout, on fait du sport pour se détendre, pour libérer ses émotions. Dans un deuxième temps, le sport est symbolique aussi des valeurs de la liberté. C'est un espace de liberté qui est acquis par rapport au sport. Et dans le sport, on met en avant une valeur qui est proche de la valeur de liberté, c'est celle de l'individualisme. C'est-à-dire que dans les sports qui se développent à ce moment-là, on met en avant le champion, on met en avant celui qui a des qualités physiques exceptionnelles et qui donc se détache du groupe. On met en avant aussi celui qui va faire des passes extraordinaires, des dribbles, des buts, qui va faire des actions spectaculaires et donc qui se détache du groupe. Donc on a vraiment une opposition assez importante entre les valeurs de la gymnastique, les valeurs du groupe et de la soumission au groupe. Et même si dans le sport on est au service du groupe, c'est quand même l'individualisme qui se met en avant. Enfin, à la mesure de la gymnastique s'oppose l'excès du sport. Voilà, en sport, on ne contrôle pas tous les mouvements qu'on réalise. Si une action un petit peu désordonnée sur un terrain de foot fait qu'il faut sauter d'un coup à droite, puis ensuite à gauche, et puis se rouler par terre, le sportif va le faire et réalise des efforts qui vont être jugés pour l'époque comme excessifs. Donc on voit bien que l'opposition entre la gymnastique et le sport est telle que, c'est ce que nous résume ici Yvan Léziard, un historien qui a travaillé sur ce sujet,
C'est une véritable révolution éducative que proposent les défenseurs des sports modernes. Ils proposent sans ambiguïté une révolution culturelle et morale de la société française afin de la faire entrer de plein pied et sans retard dans le système de concurrence internationale que le capitalisme naissant impose. Petite parenthèse sur ces notions, hein, la notion de concurrence internationale et de capitalisme. Effectivement, le sport est à l'époque perçu comme une activité bourgeoise, comme l'activité des personnalités qui sont investies dans ce capitalisme et dans cette société industrielle en pleine croissance, et donc est associé à la bourgeoisie et aux valeurs du capitalisme. Les valeurs du capitalisme, c'est la compétition, c'est la recherche de rendement, la recherche de performance. Ce sont les valeurs du sport moderne tel qu'il est vécu à l'époque, et donc ce sont des valeurs qui s'opposent complètement à une société vue comme plus traditionnelle, et donc qui est, elle, représentée par la gymnastique, ou les différentes formes de gymnastique. Bon, c'est la raison pour laquelle on a à l'époque, bien sûr, des promoteurs du sport, qui sont des promoteurs qui en font la défense au plan éducatif, au plan moral. Ils sont encore peu écoutés. Alors Pierre de Coubertin, ça peut vous surprendre, parce que vous vous dites Pierre de Coubertin, c'est quelqu'un qui au contraire sera très écouté. Il sera effectivement déterminant pour la rénovation des Jeux Olympiques modernes, comme vous le savez, mais Pierre de Coubertin est aussi quelqu'un qui a une forte pensée éducative, et pour lui, remettre le sport au goût du jour, en faire la promotion, c'est viser une réforme morale de la société. Donc ça apparaît dans ses premiers écrits, en 1889, il publie l'Éducation anglaise en France, où il montre comment, par le sport, eh bien, l'éducation en Angleterre développe des esprits d'initiative, des esprits combatifs, des esprits compétitifs. Donc il souhaiterait que cette éducation se répande en France. 2 ans auparavant, il avait fondé le Comité pour la propagation des exercices physiques, qui faisait bien évidemment la part belle aux pratiques sportives. Donc, Pierre de Coubertin sera-t-il entendu sur ce terrain? Non, pas vraiment. Ce qui sera retenu de son action, c'est le côté spectaculaire des Jeux Olympiques. Leur côté éducatif passera largement au second plan, et en tout cas, il ne parviendra pas à faire rentrer le sport à l'école comme il l'aurait souhaité. Pour résumer un petit peu, finalement, la perception que les éducateurs se font à l'époque du sport, c'est qu'il est considéré plutôt comme un rival de l'école. C'est ce que dit l'historien Jacques Thibault. Il est plus un ennemi de la discipline et un obstacle au succès scolaire que quelque chose qui permettrait au contraire de promouvoir une éducation saine en France. Donc on voit bien ici s'opposer un modèle éducatif français assez traditionnaliste à un modèle éducatif anglais beaucoup plus moderne et visant l'épanouissement des qualités individuelles. À l'époque, voilà, culturellement, on n'est pas encore prêt à accepter le sport à l'école. Vous avez aussi quelques médecins, malgré tout, qui sont des médecins à contre-courant, qui vont faire la promotion d'une certaine façon de la pratique sportive. Donc ça existe, des médecins qui sont pour le sport. Maintenant, ils sont encore peu écoutés, et même s'ils sont très reconnus peut-être dans la médecine pour leur recherche, pour leur connaissance, pour leurs actions, le discours qu'ils propagent sur le sport est encore trop novateur pour que le sport puisse rentrer à l'école. Alors le premier de ces médecins, c'est le docteur Fernand Lagrange, qui est intéressant dans notre histoire parce que c'est véritablement le pionnier de la physiologie du sport. Vous savez qu'à l'époque, on se base essentiellement sur l'anatomie pour analyser les pratiques corporelles. Et le docteur Fernand Lagrange, lui, à travers son ouvrage de 1888, Physiologie des exercices du corps, lance finalement vraiment une approche moderne, une approche nouvelle des pratiques corporelles. Ce qui nous intéresse dans son ouvrage, notamment, c'est finalement le témoignage de l'époque, qui finalement explique pourquoi le sport fait peur et n'est pas conçu comme quelque chose qui est bon pour la santé. Il explique qu'en 1888, il y a dans l'essoufflement, pendant la course, quelque chose qui devrait nous surprendre. Quand on court, ce sont les jambes qui travaillent et c'est le poumon qui se fatigue. Donc cet étonnement, c'est l'étonnement de l'époque, et ça correspond bien à une vision
anatomique, mécanique du corps, puisque si on considère le corps comme un ensemble de leviers, de poulies, eh bien on ne comprend pas pourquoi, lorsque les jambes sont en action, eh bien il y aurait un essoufflement, puisque les poumons, la cage thoracique, sont quand même bien éloignés des mouvements de jambes. Donc en fait, ça montre bien que pendant longtemps, on ne comprend pas en fait les raisons de l'essoufflement. Il l'explique lui-même, hein, on ne trouve nulle part l'exposé méthodique et l'explication rationnelle de l'essoufflement. Cette forme de fatigue n'a été jusqu'à présent l'objet d'aucune monographie, elle n'est décrite dans aucun des grands dictionnaires de médecine, dans aucun traité de physiologie. En fait, les conceptions de l'époque, c'est que l'essoufflement est lié à la réduction du volume de la cage thoracique mécaniquement par le mouvement, hein, et donc ce mouvement mécanique qui comprimerait la cage thoracique entraînerait un essoufflement par une diminution de la quantité d'air absorbé. Donc vous voyez, on est à l'époque, hein, pour ceux qui expliquent cet essoufflement, sur une vision purement anatomique et mécanique. Ce que le docteur Lagrange arrive à démontrer, c'est qu'il y a tout un phénomène de transport de l'oxygène nécessité par la demande musculaire, hein, et donc il est le premier à expliquer que l'essoufflement est l'effet de la totalité du travail exécuté par l'ensemble des muscles qui concourent à un exercice. Donc, il est le premier à finalement expliquer que l'essoufflement n'est pas lié à un effet mécanique de la cage thoracique qui comprimerait les poumons, mais à la quantité d'effort demandé par l'organisme. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on est sur une conception de l'essoufflement purement anatomique, purement mécanique, on ne considère pas le sport bon pour la santé, on ne considère pas l'essoufflement comme quelque chose de positif qui va renforcer l'organisme, on considère l'essoufflement comme quelque chose qui est négatif, qui est la preuve que le corps n'est pas bien préparé. C'est pourquoi les gymnastiques à l'époque se proposent de développer les capacités respiratoires, non pas en stimulant l'essoufflement, mais plutôt au contraire en essayant de l'éviter, c'est-à-dire en développant le volume de la cage thoracique par des mouvements de gymnastique qui projettent les épaules en arrière, qui projettent la cage thoracique en avant, et qui sont destinés, pense-t-on, à augmenter le volume de la cage thoracique pour augmenter le volume d'air inspiré et pour donc améliorer les capacités respiratoires. On n'est pas du tout sur une conception physiologique. Donc on voit bien sur un phénomène central de la santé, hein, l'essoufflement, les capacités respiratoires, on voit bien comment les gymnastiques proposent un modèle radicalement différent de ce que peut proposer le sport aujourd'hui. Et on voit bien que c'est en 1888, pour la première fois, qu'un médecin commence à comprendre comment l'essoufflement fonctionne. Et donc, on est bien loin de pouvoir accepter, finalement, que l'on développe les capacités respiratoires par les pratiques sportives. C'est pas parce qu'en 1888, le docteur Fernand Lagrange écrit ce texte, cet ouvrage, que dans l'année qui suit, ces idées sont reconnues par tous. Vous savez très bien qu'il faut beaucoup de temps pour que les connaissances scientifiques prennent le pas sur les représentations qui, elles, ont une vie très 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 longue et bien sûr sont bien loin en 1888 d'être terminées. Alors le deuxième médecin qui mérite d'être évoqué parmi les promoteurs du sport au cours de cette période, c'est le docteur Belin-Ducoteau, qui lui ne peut pas être considéré comme le pionnier de la physiologie du sport, mais plutôt comme le pionnier de l'entraînement sportif. Donc la particularité du docteur Marc Belin-Ducoteau, c'est d'être un sportif lui-même, un sportif accompli, puisqu'il est recordman du 400 mètres de 1904 à 1908, avec un temps de 50 secondes, et donc il a pu expérimenter lui-même les effets de l'entraînement sportif sur sa santé, sur son développement corporel. Donc, fort de cette expérience, le docteur Marc Belin-Ducoteau publie en 1913 le Sportsman, qui peut être considéré comme finalement le premier ouvrage portant véritablement sur l'entraînement sportif. Alors dans cet ouvrage, ce qui est intéressant, c'est finalement le témoignage d'une époque, encore une fois, de la même façon que le docteur Fernand Lagrange témoigne dans son ouvrage des conceptions dominantes concernant, par exemple, l'essoufflement. Là, ce qu'on peut voir, c'est les représentations dominantes à l'époque concernant
la pratique sportive du point de vue de son entraînement. Donc il explique, le docteur Marc Belin-Ducoteau explique, le sport en France est considéré comme un passe-temps, comme un délassement. Les entraîneurs ne sont que des bénévoles, des autodidactes. Donc on voit bien que voilà, les entraîneurs, pour l'instant, n'ont pas les connaissances scientifiques, n'ont pas la reconnaissance qu'ils auront pu obtenir au cours du XXe siècle. Il témoigne également des conceptions liées à l'essoufflement, donc c'est vraiment dans la continuité de ce qu'a dit le docteur Fernand Lagrange, et pourtant on est plus de 20 ans après l'ouvrage Physiologie des exercices du corps. Il explique « Les mensurations thoraciques n'ont aucune valeur, le mètre pour le muscle, le spiromètre pour le poumon. » Donc on voit bien qu'on est encore avec cette idée sur des représentations dominantes qui consiste à considérer la capacité respiratoire comme étant liée au volume de la cage thoracique. Alors que, voilà, on est en 1913 et il faut encore insister sur le fait que c'est autre chose qui permet de mesurer les capacités respiratoires. Encore une fois, dans le témoignage de l'époque, on voit bien que le docteur Belin-Ducoteau est lui aussi marqué par une espèce de crainte à l'égard de l'effort violent, puisqu'il explique ne jamais pousser à l'entraînement. C'est vraiment un principe qu'il met en avant. Aujourd'hui, on sait bien que si on veut s'entraîner, si on veut progresser, il faut pousser à l'entraînement, justement, il faut sortir de sa zone de confort, comme on le dit beaucoup aujourd'hui. Et lui, bien voilà, en 1913, on est encore sur l'idée qu'il faut rester raisonnable, qu'il faut fournir des efforts mesurés. Et donc, il explique ne jamais pousser à l'entraînement. Donc, il résume son ouvrage, enfin, on peut résumer son ouvrage à travers cette dernière citation. Raisonnablement pratiqués, les sports athlétiques sont capables, par un entraînement convenablement dosé, d'arriver au but que visent toutes les méthodes actuelles. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, quelqu'un, et ici un médecin, met en avant le fait que le sport peut lui aussi être l'objet d'une méthode d'amélioration des capacités physiques, mais il insiste sur le fait qu'il faut que cela soit raisonnable, qu'il faut que ça soit dosé et qu'il ne faut jamais pousser à l'entraînement. Donc on voit bien à la veille de la Première Guerre mondiale, à l'issue de cette première partie, que on comprend très bien pour quelles raisons l'éducation physique se base sur les gymnastiques rationnelles, les gymnastiques analytiques, les gymnastiques raisonnées, et non pas sur le sport, qui, même lorsqu'il est promu par ceux qui le connaissent le mieux, reste une activité qui par certains côtés fait peur et n'est pas encore associée à la santé.